Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de rester branchés pour suivre le magazine CAP sur la décentralisation. La première partie de notre magazine d'aujourd'hui sera consacrée au lancement le 23 juin dernier à Kenge dans le Bandundu par le ministre de l'Intérieur et décentralisation Richard Mouyej de la 4e phase de la campagne nationale de sensibilisation et de vulgarisation de la décentralisation en République démocratique du Congo, destinée à l'administration provinciale, particulièrement aux chefs de division urbaine et chefs des bureaux communaux et aux membres du réseau des communicateurs en décentralisation, afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle d'acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la décentralisation. Cette campagne nationale de communication sociale vient renouveler l'engagement du gouvernement congolais de poursuivre le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo. Pour la ville de Kinshasa, une journée de la décentralisation et élection, une session d'information, de formation et de sensibilisation d'autre part ont été organisées par la cellule technique d'appui à la décentralisation CETA dans sigle le 27 et 28 juin dernier. Dans ce premier élément que nous vous proposons, suivez le vice-ministre de l'Intérieur en charge de la décentralisation réagissant aux questionnaires de journalistes. La population devrait s'approprier le processus sur base de ce qu'elle apprend pendant nos campagnes de vulgarisation et de sensibilisation. Parce que là, nous décrivons le processus comme tel. Les lois viennent nous aider pour mettre en œuvre de façon spécifique certains aspects de la décentralisation. Donc je crois que ce ne sont pas des démarches contradictoires. Donc, le Parlement continue à voter les lois. Nous continuons aussi à sensibiliser la population en leur expliquant ce que c'est que la décentralisation. Et le gouvernement, bien sûr, continue aussi à élaborer des projets. Comme je l'ai annoncé tantôt, les journalistes membres du réseau des communicateurs en décentralisation ont eu droit également à une journée d'information et de sensibilisation où plusieurs modules dont les différentes lois sur la décentralisation leur avaient été exposés par les experts de la cellule technique d'appui à la décentralisation, CETA dans sigle. Je vous propose de suivre une fois de plus un extrait de ce qu'a été cette journée. Suivez. La communication sociale sur la décentralisation a pour objectif d'informer, de sensibiliser et de former tous les acteurs de décentralisation, acteurs étatiques, acteurs non étatiques, sur la portée exacte de notre décentralisation, sur ses objectifs, sur la programmation de sa mise en œuvre, sur les lois de décentralisation et sur d'autres thèmes qui concourent à participer tout le monde à la mise en œuvre de la décentralisation. Le final, c'est d'inviter tous les Congolais et toutes les Congolaises à participer à la mise en œuvre de la décentralisation telle qu'elle est écrite par notre Constitution. La communication sociale nationale est organisée à travers la campagne nationale de vulgarisation de la décentralisation. On vous l'a expliqué hier. Aujourd'hui, se situe dans le prolongement d'un programme de vulgarisation de la décentralisation dans la ville de Kinshasa, à l'intérieur d'une grande campagne
qui a été lancé il y a déjà une semaine, presque une semaine, à Kenge, dans la province de Bandundu, par son Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le ministre a ouvert la campagne 4e édition à partir de la province de Bandundu, à partir de la ville de Kenge. Après le lancement, la campagne va se dérouler à travers tout le territoire national. Elle va se dérouler aussi dans la ville, province de Kinshasa. C'est dans ce cadre que nous avons envisagé qu'il était aussi important que nous puissions disposer d'un groupe de personnes qualifiées pour pouvoir parler de la décentralisation à travers la presse. La presse écrite, la presse orale, audiovisuelle. Et ces personnes qualifiées, nous leur avons donné un titre, une qualification en les appelant qui sont les communicateurs sur la décentralisation. Donc nous avons souhaité qu'au sein de la presse congolaise, qu'il y ait des gens, de la presse spécialisés sur la décentralisation, afin qu'ils participent à la vulgarisation de la décentralisation à travers leurs organes de presse, particulièrement avec les radios et les télévisions, des termes compréhensibles par toutes les couches de la population congolaise. La ville de Kinshasa, on y parle le français comme on y parle la langue de lingala qui est la langue officielle. Donc nous avons voulu que les communicateurs puissent s'adresser, informer, sensibiliser la population de Kinshasa sur la décentralisation en ce langue, en français et en lingala. Pourquoi pas en d'autres langues, puisque les radios peuvent, donc en Chiluba, en Kikongo et en Swahili. Mais de quoi allez-vous parler? Pour parler de la décentralisation, il faut que vous ayez le plus grand nombre d'informations possibles sur toutes les facettes de la décentralisation. Sur la politique nationale de mise en œuvre de la décentralisation prescrite par la Constitution. Que vous soyez informés sur la mise en œuvre elle-même, d'où sommes-nous partis, où est-ce que nous sommes, où allons-nous avec les processus de la décentralisation. Vous avez donc, mesdames et messieurs de la presse, un rôle irremplaçable à jouer pour informer, sensibiliser, éduquer toutes les couches de la population congolaise sur la décentralisation, correcte sur la décentralisation. Je vais pouvoir exposer sur les thèmes suivants. Rôle de la société civile dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation. Là, je vais commencer d'abord par vous dire que nous avons essayé de revoir ça en 2 modules qui va s'articuler sur les généralités de la société civile en RDC et le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la décentralisation. En ce qui concerne le premier point, les généralités sur la société civile en RDC, bien que n'ayant pas une définition légale en République démocratique du Congo, il y a lieu de retenir que la société civile fait en ce moment l'objet de discussions et d'interrogations sur son contenu réel. D'aucuns pensent que la société civile s'oppose à la société militaire. Si cette thèse serait acceptée, on peut dire que tout ce qui n'est pas militaire peut être considéré comme civil. À ce titre, les institutions publiques, autrement que militaires, associations, partis politiques, feraient partie de la société civile. Mais telle est la compréhension de ce que nous vivons tous les jours à la cité. Je vais essayer d'expliquer rapidement ce que ça veut dire une société civile. C'est un ensemble d'associations non gouvernementales
qui canalise l'expression, mieux l'opinion des différents intérêts de la population à la base. On y rencontre des associations diverses, je vais citer quelques-unes, syndicats, associations culturelles, sportives, médias, religieuses, et ainsi d'autres aussi. Bref, la société civile est entendue comme une population organisée en associations qui mobilise les citoyens à participer énergiquement au niveau local, national et international à l'amélioration de la qualité de vie dans un processus de responsabilité et de solidarité pour un développement national durable et rationnel. Quelle est la mission de la société civile? Les organisations membres de la société civile sont d'abord apolitiques. Elles ont pour mission d'encadrer les populations à la base au travers des activités qui ne relèvent pas de la puissance gouvernementale. Elles ont leurs activités et intérêts propres. Elles ne prennent position face aux autorités que sur des problèmes concernant leurs membres. Elles agissent isolément ou individuellement avec leurs moyens propres ou avec le financement des partenaires. Elles peuvent s'organiser et s'unir ponctuellement en synergie pour défendre des intérêts communs plus larges que les intérêts d'un groupe particulier. Elles aident la population à sortir de l'inertie, de la résignation, de la naïveté, de la soumission et du fatalisme devant les abus et les erreurs des autorités. Elle encourage une mentalité de résistance non violente contre les abus, quels qu'en soient les auteurs. Par ces exigences critiques, elle pousse le pouvoir à prendre, si pas les meilleures mesures, au minimum, les moins mauvaises pour l'avancement du peuple. Sur la première page, il y a la carte de la République démocratique du Congo et l'urne. C'est pour vous montrer les thèmes de cette boîte à images, c'est la décentralisation et l'élection. Il y a un lien dialectique entre décentralisation et élection, puisque la finalité, comme on vous a expliqué dans différentes lois, les différents animateurs des entités territoriales décentralisées devront être élus. C'est pourquoi il y a la décentralisation et les élections. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Bon, ici, vous devez faire vraiment une grande animation pour que cette boîte à images, la méthodologie, est une méthodologie interactive, proactive, pour que vous puissiez participer. Mais compte tenu du temps, je vais résumer rapidement pour que nous puissions aller très vite. Lors du référendum de 2005, la population a opté pour un nouveau mode de gestion que nous appelons la décentralisation. Ce nouveau mode de gestion est porté par la population en adoptant la Constitution du référendum de 2005. Et la Constitution, qui est la loi fondamentale, définit effectivement la décentralisation comme nouveau mode de gestion. Et que pour que cette décentralisation puisse être mise en œuvre, il y a différentes lois dont on vous a parlé. C'est pour que vous voyez, au niveau de la carte de la République, il y a la population qui porte cette Constitution. Et pour que ça soit mis en œuvre, elle est mise en œuvre par des lois. C'est pourquoi vous voyez les différentes lois qui sont là, la Constitution, parce que les différentes lois tirent leurs sources de la Constitution fondamentale. Ici, on vous parle des entités territoriales décentralisées. Vous voyez, les entités territoriales décentralisées, on vous a dit, c'est la ville, la commune, le secteur et la ville. Les différents points vous montrent les différentes entités territoriales décentralisées. Nous avons la ville, la modernité. La commune est symbolisée par les bâtiments, les infrastructures. Il y a les drapeaux qui symbolisent la présence de l'autorité de l'État. Et les secteurs, ici, j'arriverai en... Vous voyez déjà, on va parler plus loin de la... Avant, grâce à la décentralisation, il y a un qui va arriver. Puisqu'avant, quand vous allez dans nos différents secteurs, le bureau du chef de secteur, c'est en chambre. Mais avec la décentralisation, avec les ressources qui sont accordées aux entités décentralisées par la loi, l'entité qui est autonome, qui vit de l'administration, ils auront des ressources pour développer leur entité. La même chose aussi pour la chefferie.
Pour la seconde partie de notre magazine d'aujourd'hui, nous recevons pour vous l'expert en décentralisation, M. Norbert Mbayamba. M. Norbert Mbayamba, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Merci bien. Vous avez y à sillonner les pays ces derniers jours. Pouvez-vous nous parler de votre constat sur l'effectivité du processus de la décentralisation dans les différentes provinces que vous avez eu à visiter? Merci, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez encore une fois de pouvoir échanger avec vous sur l'évolution de la décentralisation dans notre pays. Il faut dire que depuis que la décentralisation a été consacrée par la Constitution du 18 février 2006, cette décentralisation est en train de faire ce bon nombre de chemins. C'était d'abord au niveau de la loi fondamentale. Et puis après, bon, il y a eu des lois basiques, qu'on peut appeler des lois sectorielles, comme la loi 012, la loi 015, la loi 016, la loi 011. Une série de lois, en fait, qui constituent véritablement l'arsenal juridique aujourd'hui. Il faut dire que ces lois sont opérationnelles, mais il manque encore d'autres lois importantes, comme la loi sur le statut des chefs coutumiers, parce que jusqu'à preuve du contraire, les chefs coutumiers sont là, et ils ont besoin naturellement de savoir comment ils doivent opérer, à côté naturellement des entités territoriales déconcentrées ou décentralisées. Il y a également la loi sur la fonction publique nationale, provinciale et locale, qui n'est pas encore là, mais qui visiblement semble tout petit peu retarder, n'est-ce pas, l'engagement des provinces qui veulent véritablement juger de l'effectivité de la décentralisation. Il y a aussi la loi sur le statut des fonctionnaires de l'État, fonctionnaires et agents de l'État. La loi sur l'organisation et le fonctionnement des services publics au niveau central, provincial et local. Bon, quand cela ne tienne, c'est vrai que ces lois sur le plan de la décentralisation administrative sont importantes, étant donné qu'avec ça, on saura différencier les différentes compétences entre les provinces, entre le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Mais au-delà de ça, je vois que la décentralisation a suscité un intérêt, un engagement et une volonté de ceux qui véritablement sont appelés à pouvoir exercer les responsabilités au niveau de différents paliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, petit à petit, les gens sont en train de se rendre compte que bon, les efforts, j'allais dire le développement de leurs entités respectives, dépendra de leur engagement. Pas seulement du gouvernement central, mais de leur engagement au niveau local, de mobiliser les ressources disponibles, que ce soit les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources humaines pour travailler. Travailler comme des républicains, coordonnés par une république. Aujourd'hui, il y a une tendance à cette acceptation de cette dynamique. Aujourd'hui, naturellement, il y a des évolutions, surtout dans des provinces qui sont encadrées ou accompagnées par le PRCG, notamment la province du Bandundu, la province du Katanga, du Kassai occidental et du Sud Kivu. Il y a une avancée, il y a même des actes d'anticipation. Par exemple, on a toutes des directions de la fonction publique. Pourtant, la loi n'est même pas encore là, mais les gens ont anticipé parce qu'ils ont entendu que le gouvernement central faut faire quelque chose, etc., même si le gouvernement est dans un processus véritablement de matérialisation physique. Mais au moins, quand vous allez au Katanga, vous trouvez une direction de la fonction publique, vous trouvez une direction des trésors, vous trouvez... il y a 4 directions aujourd'hui, en dehors des directions de mobilisation des recettes. Donc... Et cela ne fera pas poser des problèmes dans une décentralisation innée? Non, c'est vrai que, bon, on pourra peut-être avoir des petits problèmes, mais il faut harmoniser. Et ils disent que, bon, il faut commencer quelque part, dès lors, au vu de la libre administration. Mais il faudrait que cela soit harmonisé par une loi centrale qu'on attend. Encore qu'il faut accélérer, parce que ça bloque pas mal de choses, etc. Et donc, bon,
j'ai beaucoup aimé cet esprit d'anticipation, cet esprit d'autoresponsabilisation, cet esprit d'autodétermination, mais qui, visiblement, doit être accompagné par la volonté du gouvernement central dans la perspective que, bon, il n'y ait pas une décentralisation à des vitesses, que les choses se fassent de la même manière dans toutes les provinces concernées. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont engagés localement, même si le gouvernement central continue à faire ses engagements. Vous savez, ça pose toujours des problèmes, étant donné qu'il y a trop de réclamations au niveau des provinces. Des gens qui sont de nouvelles unités, des gens sans matricule, etc. Parfois envoyés par le gouvernement central. Une autre partie est engagée par le gouvernement provincial, etc. Et donc on se retrouve avec une armée des chômeurs cachés, qui visiblement n'ont pas de salaire, etc., mais qui véritablement deviennent des contestataires. Parce qu'ils doivent vivre, ils font le travail du matin au soir, du 1er au 30, et donc ils ont droit aussi à pouvoir vivre. Bon, il y a une dynamique. Il y a des élections provinciales, les assemblées sont opérationnelles, même les assemblées aujourd'hui utilisent un certain nombre de prérogatives qui leur sont dévolues, et surtout les instruments, les outils, pour contrôler le gouvernement provincial. Donc, on assiste à une sorte de revisitation de différentes mutations qui sont opérationnelles. Mais c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, étant donné que ce sont des réformes. Des réformes poussent aux gens de changer de comportement, poussent aux gens de changer des attitudes. Or, les attitudes que nous avons acquises pendant plus de 50 ans, c'est difficile de les lâcher comme ça. C'est comme ça qu'on parle de décentralisation, mais il y a des gens dans leur tête croient qu'ils sont dans les systèmes de centralisation et de déconcentration. Et c'est là, c'est récent à différents niveaux d'atterrissage. Des gens, on leur dit, mais prenez des initiatives, mais ils entendent, comme des élèves qui entendent les devoirs d'un maître. Vous voyez, donc sans prendre véritablement les choses au sérieux. Il faut aller vérifier un peu l'argent qui est mobilisé localement. Il y a tellement de potentialités, de possibilités locales qu'il faut véritablement drainer de l'argent dans la caisse pour booster, satisfaire les besoins de la population. Mais là, les gens sont tentés s'ils entendent simplement la rétrocession qui doit venir de ça, qui du reste ne représente pas grand-chose et qui est essentiellement de recettes à caractère national. Et pourtant, il y a... Et tant bien même que ces rétrocessions arrivent sur le terrain, est-ce que c'est destiné vraiment aux besoins de la population? Au niveau de la province, c'est difficile. Vous savez, j'aimerais toujours, souvent quand vous posez problème, beaucoup d'ETD n'ont jamais connu des projets à impact visible avec cet argent. Est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme? L'argent, c'est le salaire, le deuxième salaire de celui qui dirige l'ETD. Parce que non seulement ça ne représente pas grand-chose, mais alors que celui qui le dirige, parfois c'est un homme matriculé. Il a été placé là-bas simplement parce qu'il est issu d'une leader politique qui a la gestion. Et dans cet accord, dans cet arrangement institutionnel, donc on affecte même des gens qui n'ont pas de matricule pour gérer. Encore qu'ils sont étrangers par rapport à la gestion des affaires publiques. Mais bon, ils ne peuvent vivre que de ça. Et la plupart considèrent que cet argent, c'est un cadeau qui leur est donné. Et tout compte fait, bon, cet argent ne sert pas à quelque chose. Mais je vis des efforts se réaliser dans certaines provinces comme le Sud Kivu. Et il a été pris une décision que, bon, lorsqu'on prend l'argent, il faut justifier. Et justifier sur base d'un rapport. Et on est allé plus loin pour dire, écoutez, on ne donne l'argent que lorsqu'il y a un plan de trésorerie. Ça veut dire, en fait, en amont, on présente quelles sont les dépenses qu'on pourra réellement faire avec cet argent. À ce moment-là, l'ordre est donné à la banque pour virer dans les comptes des ETD. Ça aussi, c'est une avancée spectaculaire parce que les ETD, du moins dans les sites Kivu, en tout cas, disposent de comptes bancaires. C'est pas partout, hein. C'est pas partout. Voilà. Et donc, on vire l'argent. Mais si vous ne justifiez pas, on retarde les virements. Mais il faut dire que, bon, avec la complexité de la période de post-conflit, on n'a pas encore commencé la sanction. Beaucoup de gens qui ont reçu cet argent, mais qui visiblement n'ont pas justifié, ou qui ont justifié, mais elles sont justifiées de manière sous forme d'un montage.
qui n'ont jamais connu de sanctions. Il semble qu'il faut gérer ça, étant donné les différents problèmes post-conflit, etc. On ne peut pas augmenter le nombre de conflits additionnels. Voilà. Et donc, sincèrement, jusqu'à preuve du contraire, dès lors qu'au niveau des ETD, il n'y a pas des organes délibérants, c'est-à-dire des conseils qui devraient avoir le rôle de contrôler les responsables des ETD, et donc ils sont comme des poissons dans l'eau. Le terrain est très fertile, même des graines pourries germent bien. Bon, les efforts sont en train d'être faits, mais je pense que dans certains endroits, je prends l'exemple du Sud Kivu toujours, hein, parce que là, on a tenté, avec l'appui de la Banque mondiale, notamment le PRCG, de pouvoir aller dans la direction du budget participatif. Et vous savez que dans le budget participatif, il n'y a pas que ceux qui gèrent l'exécutif local. Il y a aussi les autres acteurs, notamment les partis politiques, la société civile. J'ai vu à Kadoutou, par exemple, dans la commune de Kadoutou, les gens commencent à travailler. Parce qu'effectivement, il y a d'une part le contrôle de la société civile, mais il y a toujours des problèmes. Parce que ceux qui gèrent peuvent bloquer la dynamique de la participation citoyenne à l'intérieur de la commune. Moi, je suis comme dernièrement, la société civile n'avait plus accès, et on peut même changer certaines sociétés civiles pour une autre société civile, à condition que telle ou telle société civile adhère à une obédience. Mais moi, je dis que c'est une avancée spectaculaire. Le fait qu'on peut mettre en place un système de surveillance mutuelle, où les gens se contrôlent mutuellement, où les gens peuvent être dissuadés de la présence de l'autre, même si on peut faire des manœuvres pour remplacer tel par tel autre, mais déjà, on est en train de poser des jalons. Et moi, je considère que c'est un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Mais bon, il reste aussi un problème le plus important. On a résolu le problème des populations que sur base d'un programme, sur base d'un plan. Il me semble que la plupart de ces entités n'ont pas de plan. Et ceux qui ont eu des plans l'ont eu avec l'accompagnement des partenaires au développement, ça c'est évident. Mais ce sont des plans qui, véritablement, sont sur papier. Et pensez-vous que les élections locales apporteront-elles des solutions à tous ces problèmes-là des ETD? Partiellement. Parce qu'on aura des personnes qui, visiblement, seront élies, auront la compétence ou la mission de contrôler l'exécutif qui, aujourd'hui, il est seul comme un poisson dans l'eau. Voilà. Et donc, le fait qu'on ait un organe délibérant, et donc, il y a la possibilité de contrôler l'exécutif. Et cette présomption nous donne la possibilité de dire, mais voilà, les choses peuvent changer. Et maintenant, il faut savoir qui devront devenir, n'est-ce pas, des conseillers au niveau des communes ou au niveau des secteurs ou des chefferies. Est-ce que ce sont des personnes qui ont la capacité d'appréhender, n'est-ce pas, la gestion moderne d'une institution? Connaissent-ils ce que c'est un programme? Connaissent-ils ce que c'est un plan, un budget, etc. Connaissent-ils les suivis budgétaires? Comment contrôler? Comment fonder? Voilà, c'est de tout ça. L'expérience a été très très malheureuse par le passé. On a élu des députés qui ne savaient même pas ce que c'est un élu ou ne savaient pas un budget. Même vous allez dans des provinces même respectables où on trouve des universitaires, même dans des assemblées, mais ils sont incapables de dénicher les erreurs de l'exécutif. Alors si, à différents niveaux d'atterrissage, nous avons des personnes qui visiblement n'ont pas le profil et qui exercent des fonctions et sont loin des fonctions qu'ils doivent occuper, à ce moment-là, ça risque d'être un danger public. Parce que, croyez-moi, au terme des élections urbaines, locales et municipales et locales, on aura 11 000 députés. Ça, ce sont des prévisions. 11 000 députés. Vous voyez, on aura plus de 3 000 ministres. Donc, à différents niveaux, quand je dis ministre, c'est à chaque échelon. Au niveau local, ce sont les échevins, ça c'est évident. On aura plus de 1000 animateurs responsables. Parce qu'à ce moment-là, on aura 26 provinces. J'avais dit 25 plus la ville de Kinshasa, qui a le statut pratiquement de province, etc. Et parlant de cette incapacité des députés provinciaux à pouvoir même élire des édits, est-ce que c'est une question seulement de cette incapacité ou c'est également une question de complot entre l'Assemblée provinciale et les exécutifs provinciaux? On est d'abord incapable, oui. On ne comprend pas ce qu'on doit faire, mais on est là tout simplement pour chercher l'argent. Et quand on y arrive, qui gère l'argent, c'est l'exécutif. Il y a complicité.
Et à ce moment-là, on fait la volonté. Il faut circuler à travers le pays. Moi, je connais, c'est depuis des années que je fais ce travail. Il y a des députés qui sont tout le temps dans la cour du gouvernement pour demander l'argent. Tel est malade, il faut qu'on lui donne l'argent, etc. Et même l'argent qu'il faut aller faire tel projet dans son village, et on lui remet. Non seulement il est incapable d'imposer au gouvernement quoi que ce soit, mais le gouvernement aussi est incapable parce qu'il lui a donné justement comme cadeau, parce qu'il n'aura pas à faire quoi que ce soit. Il peut poser un geste symbolique, mais ce n'est pas naturellement pour aller faire un travail d'étudiant, etc. Et donc, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, madame, la tendance, c'est qu'il faut construire la démocratie représentative. Ça veut dire, en fait, avoir des représentants du peuple qui peuvent faire le suivi, le contrôle, et fonder des lois, ça c'est évident. Mais il faut également une démocratie participative, au travers, n'est-ce pas, des citoyens, pris individuellement et collectivement, des associations, des journalistes, et qui vont dans une approche cybernétique, contrôlent naturellement les patrimoines leur confiés. Et donc, il faut une sorte de concordance, et j'allais dire de conjonction, entre la démocratie représentative, les députés, et les citoyens. Encore que les citoyens soient professionnels, parce qu'on est en train de voir aujourd'hui, où des citoyens, on est architecte, on est dans une association, mais on ne connaît même pas quelle est la couche qui a été mise dans le boulevard. On ne connaît pas quel est le coût que cela a coûté, etc. Et donc ça, c'est un problème. Mais si nous avons des citoyens qui sont capables de dire, voilà, le boulevard, ça a coûté autant. Ils ont des chiffres. Regardez la couche, par exemple, comment on appelle ça, de goudron. Et cette couche peut représenter tel montant. On dérégulerait le pays. Lorsque vous avez, par exemple, une association d'agronomes qui ne se repose que sur, dans un bureau climatisé, etc., mais qui ne sait pas le budget, par exemple, du ministère de la Nourriture. Quelle est l'affectation, comment on a réparti, quel est le programme, quelle est la cohérence de ce programme par rapport aux aspirations, quels sont les besoins prioritaires, etc. La priorité, par exemple, au crédit agricole, tout ça, il faut qu'il y ait des citoyens responsables, très professionnels. Et là, il faut qu'au niveau de l'État, qui est, pas un visionnaire, qui pense qu'il faut aider, il faut des arrangements institutionnels qui permettent à tout et chacun de s'élever et d'élever la nation. Tout cela, ça veut dire, en fait, ce ne sont pas des contraintes. Et si ça ne marche pas, on peut pouvoir former tous ces gens, les journalistes, etc. Et regardez nos journalistes. Suivez un peu un débat, par exemple, dans un pays comme la France. Bon, écoutez, on ne peut pas comparer les incomparables. Mais les journalistes, il est très, très, très avancé. Il connaît même plus que leur politique. Mais chez nous, il n'y a pas de spécialistes, tout le monde fait faire la même chose, etc. En fait, nous avons, n'est-ce pas, la presse conjoncturelle. Ça, c'est évident. Mais écoutez, il faut qu'il y ait un effort à tous les niveaux. Il faut qu'on sorte du logiciel professeur d'université avec des syllabiques de 1952. Et qu'aujourd'hui, qu'on voit quelles sont les perspectives de notre pays, destinées de théories qui permettent au pays d'avancer, d'augmenter les députés au travers des différents secteurs de la vie nationale. On a besoin de ça. Que les mémoires sortent des logiciels, des formalités d'usage, qui deviennent véritablement des études qui répondent à des préoccupations dans notre pays et que ces préoccupations sont prises en compte par ceux qui décident dans notre pays. C'est de tout ça qui va permettre à différents niveaux d'atterrissage une sorte d'élévation, et cette élévation va élever la nation. Et là, il faut des managers, il faut des visionnaires, il faut des innovateurs, des gens qui affirment leur leadership, des gens qui savent entraîner les autres, des gens qui savent stimuler l'intérêt, susciter l'espérance et faire marcher les gens, et qui voyagent dans l'État et qui viennent et qui embarquent les gens. Ça, on en a besoin. Il me semble qu'aujourd'hui, très clairement, il y a encore carence. C'est un grand défi pour tout un chacun d'entre nous. C'est un grand défi. La décentralisation, c'est une bonne chose. Il n'y a pas une autre organisation territoriale qui, aujourd'hui, puisse être au-dessus de la décentralisation, du moins dans notre pays, parce qu'elle n'est pas encore suffisamment appliquée. Alors maintenant, il faut que ce soit une volonté très volontariste dans les chefs des institutions de la République pour qu'on aille dans la dynamique de pouvoir booster les choses. Monsieur Norbert Yamba, l'année dernière, il y a eu, par un décret du Premier ministre, création de nouvelles villes et communes. Nous voudrions savoir un peu si ça sera vraiment évident d'installer ces nouvelles villes et communes avant les échéances électorales.
Mais vous savez, madame, vous savez, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, il y a des risques d'avoir des résultats qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le chemin où l'on va. C'est ça. Vous prenez une décision et vous créez des villes et des communes. Mais il faut accélérer les choses, surtout que vous savez qu'il y a des échéances électorales. Mais toutes ces communes qui ont été créées aujourd'hui, des villes, elles ne sont pas encore opérationnelles. C'est ça. Elles ne sont pas encore opérationnelles. Il nous reste combien de temps pour les élections? C'est de tout ça. La vitesse de poser des actes dans la perspective de pouvoir booster la République. Cette vitesse doit être une vitesse de croisière par rapport aux défis. Et regardez ce que font les Occidentaux. Ils ont le minimum. Mais regardez comment les gouvernants travaillent. Du matin au soir. Il suffit simplement d'aller d'appeler un fonctionnaire, vous dites, écoutez, on reste jusqu'à 18h. Tu as été témoin quand on a fait la télé à Matongui, non? Les gens disent, non, 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 nous ne pouvons pas rester jusqu'à 15h. Voilà. Est-ce qu'avec une telle administration, vous êtes capable de pouvoir changer le pays? C'est ça. C'est ça le drame. Alors maintenant, il faut une restitution de la République aux citoyens. Il faut un rappel à l'ordre. Il faut qu'il y ait des structures de dissuasion qui contrôlent et qui sanctionnent pour que tout le monde soit à laquelle il est. Sinon, alors là, ça risque véritablement, on risque d'attendre longtemps et pendant longtemps. Avec la même attitude, le même comportement, etc. Donc, disons qu'il y a possibilité de faire ces élections-là, parce qu'effectivement, ces entités sont connues, ça c'est évident. Les nouvelles communes au niveau des villages, des agglomérations rurales, etc. Ces communes sont connues. Maintenant, il faut installer les gens, il faut. Mais tout ça, ça nécessite naturellement qu'ils vont. Moi, je salue ce que j'ai entendu au Parlement, là, le Conseil des ministres a approuvé naturellement la loi sur la programmation. L'installation de nouvelles provinces. Ok, moi j'ai dit, ok, on est parti. Encore que bon, si on va installer une nouvelle province, il faut arriver au niveau des villes, il faut arriver au niveau des communes. Mais il nous reste combien de temps? Comment devons-nous, n'est-ce pas, agir par rapport à cette occupation? Il faut que les gens réfléchissent. Et il faut qu'il y ait des partis politiques et la société civile qui réfléchissent au même moment que le gouvernement de la République pour proposer des alternatives. Il ne faudrait pas que, bon, on puisse subir le moment venu, on aller aux élections, ben bon voilà, donc on ne connaît pas ce qu'on doit faire. Ça devient un problème. Et je crains que ça soit un problème culturel. La léthargie, le laxisme, de n'attendre tout que pendant la chose, se réveiller pendant que... Voilà, c'est de tout ça qu'on demande naturellement qu'on puisse changer, non seulement au niveau politique, mais dans toutes nos institutions, quelles que soient les institutions économiques. Il y a le laxisme, il est vraiment à domicile, au point où on ne connaît pas quels sont nos défis, nos priorités, et quels sont les actes que nous devons poser pour relever les défis. Monsieur Norbert Yamba, merci de nous avoir ici dans votre bureau aujourd'hui et nous espérons vous avoir encore très prochainement. C'est moi qui vous remercie. À la fin de notre magazine Cap sur la décentralisation d'aujourd'hui, nous vous remercions d'avoir été nombreux pour nous suivre et à la prochaine.